Bon alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast enregistré avec Mathis Margerier, triathlète professionnel longue distance dans le top 5 mondial au moment où j'enregistre ce podcast, et Julien Pousson, son coach et coach du Cercle Performance, un collectif, une équipe d'athlètes de très haut niveau. On va faire connaissance avec Mathis Margerier et on va voir ce que ça nécessite de faire partie du top niveau mondial en triathlon. Si vous aimez l'épisode, pour nous soutenir, mettez un like, un commentaire, un avis, partagez ça, c'est la meilleure manière de nous aider à faire de plus en plus de contenu qualitatif à l'avenir. Sur ce, bonne écoute. Vous avez sûrement croisé au détour d'une rue un de ces personnages bizarres coiffés d'un vol de casque. Rappelez-vous, il ne manquait que les antennes pour évoquer une autre planète. Mais n'ayez pas peur. On m'avait dit que ça descendait tout le temps, c'est pour ça que je me suis engagé. Il y a beaucoup de gens qui me regardent avec un air nouvelle génération. Ça les étonne un peu. Moi je m'en fous éperdument, du moment où je suis bien, c'est le principal. Ah, c'est important parce que ça détend. C'est vraiment très important. Et puis aussi, je suis bien. C'est très amusant et c'est spectaculaire. Toute échappée est formellement interdite. Donc pour donner un petit peu de contexte, ça fait 2-3 jours que je passe avec Mathis Margerier et Julien Pousson à l'entraînement. J'ai eu le privilège de les suivre à l'entraînement, de découvrir un petit peu leur petit monde. Et voilà, c'était hyper cool. Moi j'ai adoré, j'ai appris plein de choses et du coup je me suis dit que c'était intéressant qu'on fasse un petit podcast pour partager un petit peu vos expériences, vos profils, vous présenter. Et ouais, partager toute cette science autour du sport du triathlon quoi. Moi je vais pas mentir, avant de venir ici, j'ai fait exprès de pas trop me renseigner sur toi. Enfin je connaissais vraiment pas grand chose de toi. Et là où je t'ai vraiment découvert, comme à mon avis pas mal de monde cette année, c'était à Miami en fait quoi. C'est quand tu fais 3e à Miami. Et voilà quoi, après un gros vélo qui t'a permis d'être devant, c'est ça, hein, sur la plupart de la course quoi. Et de faire une 3e place donc sur le T100 de Miami, donc truc de fou. Comment tu te présenterais? Où est-ce que t'en es dans ton parcours sportif? Qui tu es quoi? Mon regard de grand public, c'est limite... c'est qui ce gars qui fait 3e à Miami et qui est pas si connu que ça au final, tu vois? Je comprends. Du coup, Mathis Margerier. Je m'entraîne à Grenoble depuis maintenant pas mal d'années, depuis 2016, et je fais du triathlon depuis 2011. Et donc, depuis que je m'entraîne avec Julien, donc maintenant ça fait quoi? 4 ans 3 ans et demi, 4 ans. On a décidé de m'orienter vers le longue distance. Parce qu'avant je courais un peu sur le circuit national en D1, quelques coupes d'Europe, mais ça marchait pas super bien. Et du coup voilà, ça fait 3 ans maintenant que je suis vraiment focus longue distance. Et du coup j'ai quelques résultats sur le circuit quoi. Donc là t'as 26 ans, depuis 2011 tu fais du tri, donc ça fait... t'as commencé le tri à 13 ans quoi. J'ai commencé en 2011. J'ai commencé en 4e, donc je sais plus quelle année en 4e mais... Et tu me disais quand on roulait que t'étais plutôt nat de base, t'as commencé par la natation? Ouais, donc mon père est maître nageur, du coup j'ai forcément fait de la natation. Ouais. Après je me suis arrêté pas mal de temps, j'ai fait un peu de rugby aussi. Puis après j'ai direct fait en fait les 3 sports depuis longtemps quoi. J'ai toujours couru, ouais. J'ai toujours roulé avec ma famille et puis j'ai toujours un peu nagé. Et comme mon père faisait du triathlon, c'est un peu naturellement que j'ai fait du triathlon. Ok, donc t'as commencé les 3 sports en 4e ouais. Quoi. Moi j'ai envie d'attaquer un sujet qui est peut-être déjà trop spécifique, mais bon, j'ai eu l'occasion de te suivre un petit peu à vélo. Moi c'était un peu une surprise parce que je pensais pas que c'était autant de watts en tempo half quoi. Bon du coup tu faisais une séance où tu travailles tes allures half à 370 watts, donc sur 2 fois 30 minutes. Quand je discutais avec toi et un gars du groupe, donc Simon Vient, je vous demandais des conseils en fait pour améliorer ma puissance et en vélo, est-ce que le renforcement musculaire c'était utile, etc. Et en fait vous avez le même discours qu'on entend la plupart du temps, c'est en vélo il n'y a pas de secret, faut faire des bornes, faut faire des heures et faut en bouffer quoi, à basse intensité, vous m'avez dit ça. Quand on regarde ta puissance actuelle en vélo, ton point fort c'est le vélo, est-ce que ça veut dire que t'as énormément roulé quand t'étais jeune? Est-ce que c'est un kiff pour toi de partir des heures et des heures dans la montagne ou comment ça se passe quoi? J'ai énormément roulé, oui et non, ça fait longtemps que je fais du vélo. Après je suis pas cycliste, j'ai pas fait des kilomètres comme un cycliste. Par contre moi j'ai tout de suite aimé ça, je pense que l'effort cycliste ça me convient vraiment bien. J'ai pas vraiment de limite mentale comme je peux avoir en natation, en course à pied, je peux vraiment aller à fond quoi, on va dire. Quelles que soient les conditions. Et du coup ça m'a sûrement fait passer des caps, parce que quand t'es jeune, en tout cas moi de mon côté je faisais beaucoup de choses à fond, d'école à fond, un peu n'importe quoi, mais ça doit débloquer certaines choses. Et après moi dès que j'ai eu un capteur, j'avais les watts assez hauts parce que j'ai eu un capteur de puissance assez tard, donc j'ai pas vu l'évolution des watts. Mais c'est sûr que ces dernières années en axant le travail spécifique sur l'alf, ces watts là montent. Après il y a certains endroits où je suis bridé forcément, tout ce qui est plus changement de rythme ou sur des allures plus élevé où ça évolue un peu moins. Et du coup, en gros, ce que je voulais dire, c'est un peu de limite par rapport à
tes goûts, tu vois, limite ta culture autour du sport, j'ai envie de te dire. Pour ceux qui ne savent pas, mais en gros, quand on parle de faire pas mal d'heures à vélo, je sais pas combien d'heures tu fais par semaine à vélo, mais c'est pas tout le monde qui kiffe partir plus de 3 heures tout seul sur un vélo dans la montagne, tu vois ce que je veux dire? Comme il roule vite, il fait pas beaucoup d'heures. Ça, c'est l'avantage. Ça dépend des semaines, ouais. Si je fais des allers-retours sur le plat, ça va vite. Non, ouais, j'aime ça aussi en fait. Et je me suis fait la réflexion l'autre fois, qu'est-ce que j'aime faire en sport à côté du triathlon? Bah, c'est vrai que le vélo c'est aussi un plaisir, mais je peux pas rajouter une sortie vélo pour le plaisir, sinon c'est fatigant quand ça marche pas. Mais ouais, faut pouvoir aimer ça. Il y en a d'autres qui aiment enchaîner les longueurs dans un bassin en natation. Moi, partir tout seul 5 heures, ça me dérange pas. J'aime bien partir en groupe, c'est 2 choses différentes. Et effectivement, c'est quelque chose que j'aime et ça m'aide là-dedans. Après, vraiment, dire les chiffres, j'ai pas ça en tête, mais là en ce moment, je courais un peu moins. Là, j'ai fait 4 semaines avec quand même beaucoup d'heures de vélo. Ça doit faire 17 heures de vélo de moyenne sur les 4 semaines. J'ai regardé le Strava hier soir, je crois que tu es au-dessus des 600 bornes par semaine là, sur les derniers mois, quoi. Sur les 4 dernières semaines, ça doit faire, ça fait un moins de 600 de moyenne, ça doit faire 500... 50, un truc comme ça. Au-dessus des 500, même pour un pro, c'est quand même un gros volume à vélo, quoi. Ouais, bah c'est... Après, pareil, il n'y a pas énormément de dénivelé positif par rapport à un cycliste, par exemple. Donc en termes d'heures, c'est peut-être plus rapide, parce que je fais pas mal de séances... Enfin, mes séances spécifiques, elles sont sur le vélo de chrono. Donc ça fait des moyennes élevées, donc forcément le temps n'est pas si long. Mais après, on arrive à caler ça fait à peu près 6 séances de vélo par semaine, je crois, ouais, c'est ça. En moyenne. Tu tempères un peu ce que je dis par rapport à ça, mais c'est normal parce que ce que j'ai oublié de spécifier, c'est qu'en gros, sur le circuit longue distance en triathlon, tu fais partie des plus gros rouleurs, donc les mecs les plus performants en vélo, donc qui développent le plus de puissance sur le circuit. Donc en fait, évidemment, quand je vais te parler de faire des sorties vélo, bon, c'est ton kiff et tu relativises beaucoup tout ça. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est un amateur, par exemple, je sais pas pour les gens qui écoutent ou quoi, mais la plupart des gens font pas plus de 200 bornes par semaine, peut-être, quelque chose comme ça, quoi. Donc ça peut paraître monstrueux d'en faire. Oui, bah, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est une habitude aussi. Forcément, si t'as un travail à côté et que t'as pas l'habitude, si tu passes direct à 550 bornes de vélo, ça va faire mal au canne. Mais après, il y a aussi ce côté que en vélo, même si je suis fatigué, j'ai mal aux jambes, ça passe bien. Je sais pas, c'est comme ça le vélo pour moi, quoi. Par rapport à la natte, vu que tu as commencé un peu par ça, on va dire, enfin, en tout cas, tu as pris des bases quand tu étais petit, tu as nagé plusieurs années ou... Bah, je nage depuis que je suis tout petit, parce que j'ai appris, je sais pas, j'avais 2-3 ans à nager. Mais après, en club, non, j'ai fait 3 ans en club. Et ensuite, j'ai fait plusieurs années sans nager, aller à la piscine quelques fois, mais sans nager, donc je suis pas non plus dans les tout meilleurs nageurs en triathlon. Toi, tu te considères que c'est ton point faible, quoi, sur tri, ou comment ça se passe pour la natte? Je considère que la course à pied et la natation, c'est un petit peu pareil sur longue distance, au niveau du niveau par rapport aux autres. Et non, sur longue distance, c'est pas du tout mon point faible pour l'instant, en tout cas, parce que j'arrive plutôt bien à gérer les natations. J'ai pas mal évolué sur ça avec comment Julien voyait les choses, comment il a essayé de nous faire voir les choses. Donc non, pour l'instant, ça se passe bien. Disons que c'est pas là où je vais faire la différence, comme en fait tout le monde, même les plus forts, font pas la différence sur la natation. Mais en tout cas, c'est plus quelque chose où je vais devoir remonter de trop loin, donc ça c'est cool. Une autre question que je me posais, c'est que du coup, quand t'es pro, t'as quand même développé beaucoup de tes capacités physiologiques, on va dire. Comment on t'apprend de l'entraînement? Est-ce que tu te dis, faut que je me maintienne, faut que je progresse un tout petit peu, ou t'as vraiment des gros gaps où tu te dis, bah voilà, je nageais en, je sais pas, 10, et il faut que je nage en beaucoup plus vite, enfin, je sais pas les chronos, tu vois. Mais est-ce que t'as vraiment des gros gaps où tu te dis, j'ai vraiment un gros step à passer pour l'année prochaine, ou c'est vraiment toujours des petits détails, parce que finalement, t'as pas forcément beaucoup de marge, ou je sais pas? Bah en fait, il y a quelques années, je voyais les choses un peu comme ça. Je voulais tout le temps faire progresser mes chronos, que ce soit en séance ou en compète, pour le peu de compète de natte que j'ai fait. Mais en fait, en triathlon, j'arrivais pas vraiment à appliquer ça. Donc je me suis fait une raison. C'est pas comme ça que ça marche pour moi en tout cas. Et maintenant, quand je nage, je pense plus vraiment au chrono. Bien sûr, Après, on parlait de la natte, mais même vélo, course à pied. Oui, bah voilà, en fait, c'est pareil dans les 3 sports. Bien sûr, les temps et tout, c'est un indice. Mais en fait, ce qui est important, c'est ce que tu vas faire en course. Et du coup, à l'entraînement, chaque chose que tu fais à l'entraînement sur les séances, ou enfin à côté même, mais sur les séances, moi je pense à la course et je me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pendant cette séance pour que ça représente un petit peu la course et pour que ça me serve en course. Donc par exemple une séance natation, des fois t'es fatigué, des fois ça avance pas franchement. Les temps, Julien s'il les disait, il n'y a pas que moi, hein, même les plus forts nageurs du groupe, des fois, ils sont un peu risibles quoi les temps, mais au final
l'intention qu'on y a mis, on arrive à une fois reposé à enfin pas tout le temps, mais en tout cas on essaye le plus souvent de le retranscrire en course et c'est ça qu'on vise quoi. Être fort en course grâce à l'entraînement, mais pas être fort à l'entraînement. Ok. Voilà. J'ai une question que j'ai toujours en tête, en vrai, quand je pense à des champions ou des mecs qui sont au top niveau dans leur discipline, quoi. Toi, ça représente quoi pour toi, en fait, quoi? Sur un plan personnel, pourquoi ça t'attire? Pourquoi tu as envie de faire ça? Pourquoi tu vises d'être, au final, le meilleur mondial, j'imagine? Ouais. Voilà, d'où ça devient, quoi, en fait. Parce que, je vais le dire moi-même, parce que je pense que tu modères aussi beaucoup ça, mais c'est énormément d'investissement et non... Certains appellent ça aussi des sacrifices, mais en tout cas, c'est consacrer sa vie à un objectif. Ouais. Et surtout, dans le triathlon, c'est des volumes horaires énormes, où tu peux pas faire grand-chose d'autre de ta vie que t'entraîner, on va dire. Et du coup, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir chercher ce top niveau mondial? Qu'est-ce que ça représente pour toi, quoi? Je pense que si j'essayais de développer tout ça, ça pourrait prendre assez longtemps, parce qu'au final, c'est un peu regarder au fond de soi, mais les plus forts en sport de haut niveau, c'est quand même impressionnant ce qu'ils font. Et moi, quand j'étais plus petit, en fait, je me rappelle des crosses de l'école et je gagnais pas, mais je faisais deuxième, donc c'était cool, mais je gagnais pas. Et je comprenais pas pourquoi je gagnais pas. Enfin, parce qu'on dit tout le temps le mental, c'est celui qui est le plus fort dans la tête qui gagne et tout. En gros, si t'as décidé de gagner, tu vas gagner et tout. Et je me disais, putain, mais ça veut dire quoi? Moi, je suis nul, quoi. Dans ma tête, j'ai un problème. Enfin, je cours un peu après ça et j'ai un petit peu envie de me prouver, je pense, parce qu'au final, c'est me prouver à moi d'abord. Que les autres sont pas si forts que ça en fait, et que moi aussi je peux atteindre ça et même les battre, quoi. En fait j'ai envie d'être sûr de ça, voir si je suis vraiment pas fort dans ma tête ou si j'arrive à... C'est un petit peu bizarre, mais ouais, c'est se prouver à soi-même que les autres valent pas mieux que toi au final dans un certain domaine, quoi. Ce qui est intéressant dans le sport d'endurance, c'est qu'au final t'as les rênes sur beaucoup de choses en fait pour la compète, quoi. C'est pas forcément du talent, c'est pas forcément... Il y a beaucoup de curseurs. Je pense que plus l'effort est long, moins la technique rentre en jeu. Alors plus ton niveau est élevé, plus la technique va rentrer en jeu quand même, mais c'est vraiment du développement physiologique. Alors oui, pour tout le monde, pour le commun des sportifs, on nage vite, on roule vite et on court vite. Mais au final, ramener au plus haut niveau mondial sur chacun des trois sports, c'est pas si rapide en fait. Et il suffit, entre guillemets, de tenir ça jusqu'à la ligne d'arrivée, et c'est celui qui arrive à le tenir qui gagne, quoi. Mais ouais, je pense que beaucoup de gens peuvent réussir à faire ça s'ils en ont envie et qu'ils se donnent les moyens. Il y a plus de profils qui peuvent y arriver que dans certains sports plus spécifiques, quoi. Par rapport à sa motivation, Mathis, je pense que je peux parler de l'anecdote quand on était ici là en train de discuter de son calendrier. Et c'était en 2022, je crois, fin 2022. Et donc voilà, il avait déjà fait quelques courses assez intéressantes. Et je lui disais, mais tu veux pas aller sur d'autres compétitions, aller te confronter à un niveau plus élevé, une densité plus élevée, je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Et je lui disais, ouais, il y a cette course-là. Et voilà, on commençait un peu à établir le calendrier de l'année d'après. En tout cas, les orientations. Et je lui disais, ouais, sur cette course, il y a lui, il y a cette start list, c'est plus dense, etc. Et là, je me rappelle, cette phrase, elle m'a marqué. Il m'a répondu, non, mais Julien, le problème, c'est pas la start list, c'est pas les mecs qu'il y a et tout ça, je m'en fous. Et il m'a dit, en fait, moi, le problème, c'est les mecs qui me battent. Et lui, il m'a dit, moi, je veux battre les mecs qui me battent. En fait, c'est juste ça le truc. Ouais. Et ça m'a fait marrer, en fait, cette phrase. Et je me suis dit, ok, ouais, bon, c'est bon, j'ai compris c'est quoi sa motivation, en fait. Lui, il veut gagner et il veut battre. S'il y a des mecs qui l'ont battu, t'inquiète pas que la course d'après, il va vouloir absolument les battre, quoi. Qu'est-ce que tu penses du fait que tu fais partie des meilleurs Français, des meilleurs mondiaux dans ton sport? Du coup, forcément, tu as un exemple pour pas mal de gens, pas mal de jeunes, même du jeune ou moins jeune, ou même moi le premier. Qu'est-ce que tu penses, en fait, de ce rôle, limite, en fait, en tant qu'athlète au top, de représenter un exemple, de partager des valeurs, enfin, tu vois, de ce profil qui, au final, c'est une compétence qui est décorrélée de ce que tu fais au jour le jour, qui est juste du sport, quoi. Mais au final, t'influences forcément beaucoup de gens par ta pratique, quoi. Est-ce que cette notoriété-là, t'y penses? Est-ce que tu trouves ça cool en tant que sportif de pouvoir inspirer des gens? Tu penses pas du tout? Comment ça se passe? Après, moi, dans la vie de tous les jours, ça m'impacte pas parce que je suis pas vraiment exposé ou je suis pas champion du monde et tout, donc de ce côté-là, ça va. Et puis,
Enfin, moi j'ai l'impression d'être le même depuis que je fais du triathlon, même depuis que je suis petit. C'est juste que les choses évoluent, tu essayes de trouver un chemin pour être meilleur avec les gens qui sont autour de toi. Et les résultats du coup vont dans ce sens-là, évoluent dans le bon sens. Mais après je parle pas de grosse tête ou quoi, tu vois, mais je trouve que en fait, pour moi, accéder au sport de haut niveau, même de manière générale, hein, que tu sois premier ou 10e mondial ou quoi, forcément t'endosses un rôle aussi de représentant en fait, quoi, du sport et de ta pratique et tout, quoi. Moi ce qui m'intéresse c'est d'être performant, et c'est comme ça que j'ai envie de... j'ai pas envie de montrer des choses aux gens, mais c'est un petit peu pour les remercier de me suivre, de m'encourager. C'est quand j'arrive sur une course, il faut que je peux pas baisser les bras, je peux pas... J'ai fait beaucoup de choses pour être à cette course. Le but c'est la course. Il y a des gens qui m'encouragent, proches ou même éloignés, des gens que je connais pas qui m'envoient des messages et tout à chaque fois. Et moi c'est dans ce sens-là pour l'instant que j'œuvre, c'est réussir mes courses. Pour l'instant ça se limite pas qu'à ça, mais c'est une grosse partie de ce qui me tient à cœur. Du coup, pour faire la transition et introduire Julien, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cadre d'entraînement actuellement ? Je m'entraîne avec le Cercle Performance, donc on a un entraîneur, c'est Julien Pousson, qui est ici. Je crois qu'on est 11 triathlètes si je ne me trompe pas. Tous des profils plus ou moins différents, des objectifs différents. Il y a du longue distance, du court distance et à différents niveaux. Il y a personne, on se marche pas sur les pieds, donc c'est cool. Pierre, un préparateur physique très important, plusieurs séances par semaine. Après, on a accès à différentes structures pour s'entraîner. Donc dans le groupe, il y a des athlètes de très haut niveau comme toi, notamment Dorian Coninx. Tu peux me donner d'autres noms et me dire un peu ce qui fait quoi ? Ouais, je peux les citer tous. Hein, si. Donc, Dorian Coninx, que je pense la plupart connaissent. Sylvain Friedlance, donc, qui est suisse, qui court aussi sur le circuit WTCS. Noah Servet, qui nous vient de la Belgique, qui court aussi sur le circuit WTCS. Et cette année, il fait la transition pour courir en triathlon longue distance. Simon Vien, qui courait par le passé sur le circuit WTCS, qui avait un très gros niveau sur le circuit mondial court distance, qui a fait une transition vers le longue distance aussi. Baptiste Neveu, qui fait du longue distance aussi, donc qui s'entraîne avec nous, qui nous vient de l'Alpe d'Huez. Il a direct fait du longue distance. Il est direct allé sur Iron, ouais. C'est un bon Baptiste. Paul Lebois, il court en courte distance. Baptiste Passemar, vice-champion du monde du 23 en 2023. Thomas Pietrera, comme Paul, court essentiellement sur le circuit D1. Félix Forissier, qui nous a rejoint cette année, spécialiste du cross triathlon. Léo Wabdeslam, qui nous a rejoint aussi cette année, qui est ancien nageur de très haut niveau en eau libre. Et donc qui nous met des fessées en natation. Et donc Léo, comme objectif, ça fait déjà 1 ou 2 ans qu'il court sur Grand Prix, sur D1. Et là, depuis cette année, il veut vraiment s'impliquer à 100% dans le triathlon, donc il a laissé de côté la natation pour essayer de progresser en triathlon et voir jusqu'où il peut aller en triathlon. Et du coup, tout ce groupe, sous la houlette de Julien Pousson, dans le Cercle Performance, est-ce que toi, tu peux nous en parler, dire quelle est ta vision en fait, par rapport à ce groupe-là et au Cercle Performance ? Cercle Performance, c'est un groupe d'entraînement qui s'est construit petit à petit à la base autour de Dorian Coninx, il y a bientôt 10 ans. Et moi je suis arrivé il y a 4 ans pour entraîner ce groupe-là. Et voilà, mon idée c'était vraiment d'arriver à créer une équipe et une structure bien plus professionnelle que ce qu'il y avait avant. Et c'est vraiment ça ma vision, c'est des athlètes qui, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs ou les mêmes ambitions, on va dire, dans le triathlon, que chacun puisse servir à l'autre et que vraiment ça fasse un cercle vertueux et que ça élève le niveau de tout le monde. Et ça, c'est vraiment le but qu'on a tous en commun, c'est la performance. C'est pour ça que le groupe s'appelle Cercle Performance. Mais c'est comment on fait avec 11 individus pour que tout le monde soit le plus performant possible. C'est ce qui m'anime un peu au quotidien dans ce groupe. Je trouve ça fou que tu dises que l'objectif c'est de créer un environnement professionnel quand notamment on parle d'athlètes comme Dorian Coninx qui avait déjà fait les JO quand tu as débarqué, quoi. Donc est-ce que tu peux nous parler de ça ? Tu t'imagines qu'un triathlète qui va au JO, tout est ultra carré, tout est maîtrisé, tout est étudié. Est-ce que tu peux nous parler de ça, en fait, de cette différence qu'il y a entre ce que tu veux faire et ce qui était avant, peut-être ? En fait, déjà ça peut toujours être mieux, il y a toujours des choses à optimiser, il y a toujours un contexte à améliorer, à professionnaliser.
Et puis il y a aussi le fait que les athlètes, comme n'importe quelle personne au cours de leur carrière, ils vont évoluer et leurs besoins vont pas forcément être les mêmes quand ils débutent le triathlon ou quand ils sont médailles olympiques ou quand ils ont fait une fois, deux fois les Jeux. Et en l'occurrence, disons que j'avais trouvé que quand je suis arrivé, que la structure avait pas forcément évolué, alors que les athlètes qui composaient la structure avaient déjà beaucoup évolué. La structure était la même depuis la création, en fait. Le fonctionnement était le même, sauf qu'entre-temps, pour certains des athlètes, il y a eu plusieurs WTCS, des victoires sur WTCS. Il n'y avait pas encore forcément d'athlètes sur longue distance, mais je trouvais que la structure avait pas forcément évolué en même temps que les athlètes. Donc c'était un peu ça que j'ai remarqué et sur lequel j'ai travaillé au début, en fait, tout simplement, en créant aussi cette relation avec les athlètes, bien sûr, mais si on parle de la structure, c'était vraiment ça le but. Quelques éléments concrets qui manquaient, selon toi, c'est quel type de choses? Ça va vraiment être non exhaustif, mais il y a déjà il y a les créneaux piscine où c'était pas super stable. On nageait un coup dans une piscine, un coup dans une autre. Ils nageaient très tôt le matin aussi, souvent à 6h30, parfois à 6h15. Là, on nage dans une seule et même piscine. L'horaire, il est déjà un peu plus acceptable. C'est 7h ou 7h30, mais c'est déjà mieux. Ça, c'est un exemple. On a aussi commencé à travailler avec un préparateur physique, Pierre Marquisio, qui est venu sur place, qui a pu voir les athlètes. Voilà, ça c'est un autre exemple. On a commencé à travailler avec une nutritionniste aussi pour certains athlètes du groupe. On a aussi fait évoluer la manière de s'entraîner en utilisant des outils, ne serait-ce que la fréquence cardiaque ou la lactatémie ou la variabilité cardiaque. Voilà, en fait, j'ai introduit ça petit à petit en fonction des besoins des athlètes et ce que j'avais perçu, quoi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler du petit plus du cercle performance, quoi, et de cette ambiance de groupe, en fait, quoi? C'est un truc assez particulier. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une particularité quand je suis arrivé dans le groupe en 2020. C'est un groupe d'entraînement, mais c'est aussi une bande de potes. Et je dirais même, ils sont amis. Ils passent beaucoup de temps ensemble en dehors des entraînements, en fait. C'est pas rare qu'ils aillent manger une pizza ensemble ou ils vont au cinéma ou l'autre soir, on est allé dans un parc pique-niquer. Voilà, moi, de temps en temps, je vais avec eux aussi. Mais en fait, ils passent beaucoup de temps aussi en dehors de l'entraînement. Ça, je trouve que c'est important parce que quand tu peux avoir des difficultés ou même des réussites, c'est plus facile de les partager avec le groupe ou avec des membres du groupe quand tu as ces temps-là qui sont aussi en dehors de l'entraînement. Et ouais, je trouve que c'est une particularité dans ce groupe-là qui fait que ça se passe bien. Et puis là, tu n'as pas eu l'occasion forcément d'être sur un week-end où il y avait tout le groupe à l'entraînement. Mais en fait, tu t'ennuies pas, quoi, parce que ça chambre de tous les côtés, ça se challenge. Et puis ils connaissent aussi des éléments de leur vie perso, donc en fait pour discuter entre eux c'est vraiment facile. Et moi là-dessus j'ai quasi rien eu à faire en fait. Tu vois, j'ai pas besoin d'entraîner la dynamique de groupe ou quoi. Ça c'était déjà là et c'était déjà les valeurs, elles sont trop cool, quoi. En tout cas moi c'est des valeurs que je partage. Du coup pour toi en quoi ça joue un rôle dans la performance? Déjà quand tu es content d'aller t'entraîner avec les personnes avec qui tu vas t'entraîner, t'arrives, t'as déjà du positif. Il y a des athlètes dans le groupe qui sont plus moteurs que d'autres là-dessus, mais ça assure un certain équilibre à l'entraînement. Et donc déjà quand l'athlète il arrive, il est content d'être là. Pour moi, c'est déjà une grosse partie du boulot qui est fait et je sais que ce que je vais lui proposer, même si parfois ça va être difficile, ce sera moins difficile pour certains et ceux pour qui ce sera moins difficile, ça va aider ceux pour qui ce sera très difficile par exemple, et inversement. Et donc ça je trouve que c'est intéressant et puis même en fait l'ambiance de travail elle est vraiment cool, quoi. Enfin on déconne mais quand il y a besoin de travailler on travaille et puis s'il y a besoin de recadrer en fait ça va être mon rôle, mais ça arrive très peu souvent, donc ça c'est aussi intéressant. Et puis la dernière chose aussi c'est que comme ils s'entendent bien, ils vont avoir envie d'aller à l'entraînement, ils vont avoir envie de faire des efforts, ils vont avoir envie d'aller taquiner l'autre à côté. Et donc moi j'ai pas besoin ou très rarement besoin de les pousser et de leur dire les gars faut y aller maintenant, là c'est let's go. J'ai plutôt tendance à faire beaucoup l'inverse, leur dire ouais tranquille là aujourd'hui c'est pas un jour où il faut se tirer la bourre, on va y aller mollo, quoi. Mais ouais tu dis ça mais en même temps par contre il n'y a pas d'esprit de compétition malsain en fait. Et ça depuis que moi je suis à Grenoble il y a jamais eu, et ça c'est vraiment un plus. Il y a pas on se tire pas dans les pattes, il y a pas une mauvaise ambiance si quelqu'un va plus vite qu'un autre sur une séance. Même si c'est pas l'habitude. Et ouais, comme tu dis, on est des potes. En fait, on est des gens normaux, tu vois. On n'est pas des robots ou
C'est normal. Franchement, moi, quand je suis arrivé à Grenoble, j'étais stressé parce que j'allais m'entraîner avec Dorian Coninx et il y avait Léo Bergère aussi, entre autres. Et moi, j'ai fait un niveau très éloigné d'eux et puis en fait, je suis arrivé et les gars racontent n'importe quoi. Non, mais c'est juste que en fait, le niveau de sportif est élevé, mais tout le reste, on se fait plaisir à l'entraînement. C'est pas l'école en fait, et c'est ça. Il y en a qui le voyaient pas comme ça. Après, moi, j'ai jamais vu différemment parce que je suis direct arrivé comme ça, mais c'est pas tu viens parce que t'es obligé. Si tu veux pas venir, tu viens pas. En fait, si toi t'as envie d'être parfait en compétition, Julien il s'en fout que moi je fasse une bonne place. Enfin, non. Je suis content pour toi, quoi. Oui, t'es content pour moi, mais. T'es là pour toi, quoi. Ouais, mais je veux dire, si demain j'arrête le sport, c'est pas la vie, quoi. Je fais autre chose. En fait, c'est moi qui ai choisi de faire ça, comme chacun du groupe. Et ça, je pense qu'on l'a tous plus ou moins compris. Après, des fois, on se perd un petit peu. Si on est blessé, si on se sent pas bien, mais. Et puis le fait d'avoir un groupe, ça te raccroche quand même. En fait, t'as toujours des mecs qui vont être très performants et d'autres qui vont être un peu moins bien. Et je leur dis souvent, moi j'aimerais bien faire le 10 sur 10 un jour, enfin le 11 sur 11. Mais c'est très difficile à faire et pour l'instant, on n'y est pas forcément arrivé. Mais du coup, sur les 11, t'as toujours des mecs qui vont être performants ou qui vont être dans une bonne dynamique. Et puis t'en as d'autres qui vont ils vont avoir une petite galère, une petite douleur ou quelque chose. Mais le fait qu'ils s'entendent bien, le fait qu'ils s'entraînent ensemble le plus souvent possible, et ben du coup, ceux qui sont pas bien, ils vont être entraînés par ceux qui sont mieux et inversement. Donc ça, voilà, ça fait partie de la dynamique de groupe, ça c'est cool. C'est une équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Vous entraînez en équipe. Exact. Pour parler de l'entraînement, dans les grandes lignes, toi, c'est quoi tes grands principes d'entraînement, on va dire, ta philosophie d'entraînement, qu'est-ce qui est pour toi hyper important et c'est quoi ta ligne directrice dans tout ça? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, t'as des athlètes qui font du court, du long, du cross, Ironman, half, ils font tous du triathlon, mais après, j'imagine qu'en termes de physio, tout est hyper différent quand même. C'est super dur comme question, je t'avoue, parce que je me la suis souvent posée et c'est pas facile forcément d'y répondre parce que déjà ça a beaucoup bougé. Ce que je pensais il y a 3 ans, c'est pas forcément la même chose que ce que je pense maintenant. Donc je serais incapable de te dire là, à l'instant T, moi, ma manière de travailler, c'est ci, c'est ça. Je sais qu'il y a des coachs qui sont capables de le faire. Moi, j'ai beaucoup de difficultés parce que ça bouge beaucoup et puis il y a la deuxième chose, si vraiment pour moi il y a un truc à retenir, c'est que j'essaye au maximum de m'adapter en fonction de l'athlète et en fonction de la personne que j'ai en face de moi, sans parler même juste de la partie sportive et entraînement. Mais voilà, mon idée c'est de me dire, je vais travailler avec une personne, comment cette personne elle travaille, de quoi elle a besoin, quels sont les points qu'on va essayer d'améliorer. Et en fait, en réfléchissant comme ça m'amène sur différents champs d'entraînement. Voilà, la nutrition, par exemple, c'est parti d'une discussion qu'on a eue avec le groupe et que j'ai eu avec un athlète en particulier. On est allé explorer ça. Et puis en fait, ça a pu s'éparpiller sur tous les autres membres du groupe. En fait, tout le monde a pu en profiter. Mais c'est parti d'un athlète. Mais ça a été pareil avec la prépa physique. Et donc tu vois, j'ai pas forcément une ligne directrice. Je sais pas, peut-être que Mathis, il y a peut-être un truc qui ressort et que je perçois pas, mais dans l'idée, moi j'essaie de m'adapter aux athlètes en fait. Ce qui ressort, c'est déjà que je pense que tu passes beaucoup de temps pour pouvoir s'occuper de 11 personnes. Et ta ligne directrice, je sais pas, parce que comme tu dis, ça change beaucoup en fonction des personnes, mais nous, ce qu'on peut ressentir en tant que groupe, c'est que, je sais pas si t'essayes ou si ça se fait naturellement, mais qu'on s'entraîne le plus possible ensemble, malgré nos différents objectifs, et qu'on arrive à ce que ça nous apporte, que nous on apporte chacun quelque chose aux autres et que les autres nous apportent quelque chose. On s'entraîne jamais tout seul, quoi. Enfin si, on s'entraîne parfois tout seul sur certaines séances, mais on n'est jamais tout seul à Grenoble. Il y a tout le temps... Puis ça vous tire vers le haut, quoi. C'est ça. Parce que forcément, vu que vous faites tous des distances différentes, il y en a toujours un qui est meilleur que l'autre dans un domaine, quoi, en fait. Ouais, tout à fait. Comme on fait du tri, mais qu'à l'entraînement, on fait pas vraiment du tri, on fait de la nade, du vélo, de la course à pied. Bah ça reflète pas vraiment la compète et du coup à l'entraînement c'est pas la guerre parce que c'est différent de la compète et... J'ai pu mettre en place aussi quand je suis arrivé, ne serait-ce que sur les zones d'entraînement, sur essayer d'arriver à individualiser déjà ça et que chacun puisse aussi travailler dans sa zone ciblée et qu'il sache pourquoi il travaille dans cette zone-là. Ça c'était une première chose et puis il y a une deuxième chose sur laquelle notamment ces 2 dernières années on a beaucoup plus travaillé et mis en place, c'est sur le fait de passer d'un collectif à vraiment une équipe. Et on a beaucoup, moi je peux dire beaucoup par rapport à d'autres groupes, je pense que c'est beaucoup, de temps d'échange aussi en groupe, où en fait, on va évoquer des sujets qui sont en lien avec l'entraînement ou avec des choses autour de l'entraînement.
Et ben, un athlète qui va avoir envie de le partager avec le groupe, il va pouvoir le faire, il va avoir cet espace-là. Et les autres vont pouvoir partager s'ils ont eu les mêmes difficultés, donner des conseils. Et en fait, ça fait vraiment travailler le groupe. Et ça, on le fait beaucoup plus depuis 2 ans. Et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Moi, je prends plein d'infos aussi pendant ces moments-là. Et c'est vraiment un fonctionnement qui est pas tellement descendant, où moi je vais être directif et il faut faire ci, il faut faire ça, mais on est plus sur un fonctionnement de ok, on a cette problématique-là, cette personne a cette problématique-là, comment nous on peut l'aider en tant que groupe. Et c'est vraiment le fonctionnement qu'on a essayé de mettre en place ces 2-3 dernières années, qui je pense aussi porte ses fruits parce que c'est la force du groupe en fait. Et tout à l'heure tu parlais de finalement ce qui me paraît être le plus simple, mais totalement continuellement s'adapter et apprendre des nouvelles tendances, etc. C'est quoi ton regard par rapport à l'aspect scientifique qui peut être de plus en plus poussé en final dans l'entraînement, surtout ces dernières années? J'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus, notamment, bon là tu parlais de lactate, et là on parle de sportifs de très haut niveau, mais il y a forcément de plus en plus de trucs hyper précis, capteurs de chaleur, voilà. Comment tu appréhendes toutes ces innovations en fait, technologiques et toutes ces, en termes de data appliquées à l'entraînement et à votre entraînement en fait? Des fois je t'avoue que ça peut me perdre un peu. Je me dis mais j'y comprends rien à ce truc là et puis en fait je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup d'entraîneurs ou d'athlètes qui disent avoir une approche hyper scientifique, mais ça veut dire quoi scientifique? Si prendre des lactates c'est scientifique, moi je vois pas ça comme ça, c'est pas si compliqué que ça en fait, et en général ouais, moi j'essaye de m'intéresser un peu à ce qui se fait, ce qui sort, ce qui est nouveau, j'essaye de comprendre comment ça fonctionne et ensuite je me l'approprie. Et si j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, je vais solliciter quelqu'un en fait qui va m'expliquer comment ça fonctionne et si c'est intéressant pour nous ou pas. Et une fois que j'ai ça en fait, je vais me dire ok, ça sert à ça, d'accord, mais est-ce que là, par rapport aux athlètes que j'ai, aux problématiques qu'ils peuvent avoir ou aux axes d'amélioration qu'ils peuvent avoir, est-ce que ça peut les aider? Oui, non. Si ça n'apporte rien ou si j'ai l'impression que ça n'apporte rien, je vais le garder de côté, mais je vais pas forcément me dire ouais, moi je suis scientifique, je sais faire ci, je sais faire ça. En fait, ça se fait aussi beaucoup avec l'expérience. Tu vois, quand je suis arrivé, il y avait les Jeux de Tokyo. Je suis arrivé 8 mois avant les Jeux de Tokyo. Donc avec Dorian notamment, on a travaillé sur l'aspect chaleur. Voilà, j'y connaissais rien avant de commencer à travailler avec lui. Et du coup, ce challenge-là a fait que je m'y suis intéressé. Donc j'ai des connaissances dans l'acclimatation à la chaleur, mais est-ce que je suis un scientifique pour autant? Je pense pas. Je suis sûr que non. Et pareil avec le lactate, pareil avec la nutrition, pareil sur la préparation physique. En fait, c'est un peu ça, c'est des nouveaux domaines de compétences et on les explore chacun à notre niveau, on essaye de s'approprier les contenus. Et puis l'idée, c'est que ça puisse eux leur servir dans l'entraînement. Voilà, tu vois, je vais pas te citer un article scientifique, j'en connais aucun en fait. Puis il y a un truc qui est un peu sous-entendu, que je vois, mais je crois savoir que toi, tu as été triathlète aussi. Ouais. Donc en fait, il y a ce truc-là de toi, tu as l'expérience de... Moi, je trouve que c'est hyper important que chez un coach, que quand il donne un truc à faire, en fait, il l'a aussi vécu, il sait à quoi ça ressemble, donc il s'est un peu croisé à la fois la théorie et la pratique, en fait, parce qu'il a vécu, il sait à quoi ça ressemble. Est-ce que, tu peux nous dire rapidement ton parcours avant d'être coach? Ouais. Moi, j'étais nageur à la base. J'ai fait 15 ans de natation. Ensuite, j'ai fait du vélo. Et ensuite, j'ai fait de la course. Avant ça, j'ai fait de la course à pied. Donc, j'ai fait vraiment les 3 sports différents. Et à mes 18 ans, j'ai appris qu'il y avait un sport qui réunissait les 3. Je me suis dit, génial, trop bien. Donc j'ai commencé le triathlon. Et puis après, franchement, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait des grands prix de division 1, j'ai fait des coupes d'Europe, j'ai fait une coupe du monde, j'ai fait du long, j'ai fait un Ironman, j'ai fait des swimruns. Sauf les plus jeunes maintenant, là, Léo Abdeslam, mais sinon, je les ai tous rencontrés en compétition. Et donc, ouais, j'ai ce passif-là et cette expérience-là dans la discipline sur lequel je m'appuyais beaucoup au début quand j'entraînais. Et en fait, je m'y appuie de moins en moins, ça reste en backup, mais je m'y appuie quand même de moins en moins parce que ça commence à être pas vieux, mais ça fait 4-5 ans que j'ai arrêté vraiment de m'investir beaucoup dans la pratique, donc on oublie ces choses-là. Et je fais un peu de triathlon de temps en temps pour m'en rappeler, mais on oublie ces choses-là et en fait, j'essaye beaucoup plus de m'appuyer sur eux, ce qu'ils vont me dire de la discipline, puisque finalement, le triathlon de 2015, c'est plus le triathlon de 2024, quoi. Et le triathlon de 2024, ceux qui le connaissent le mieux, c'est les athlètes, donc... En général, j'essaye Ouais, je croise un peu mon expérience, mais je leur demande beaucoup, eux, en fait, qui m'expliquent des fois des choses qui pourraient m'échapper sur vraiment la spécificité, la technicité de la discipline. Ouais. Après, la dit, vu que tu as pratiqué à haut niveau,
c'est que tu connais certains détails ou spécificités, comme tu disais, que en fait si tu pratiques pas, tu connais pas. Et même si ça évolue, il y a certaines choses qui restent, elles sont différentes, mais elles restent et... Enfin, t'as l'approche d'un triathlète, quoi. Ouais, il y a les bases qui restent les mêmes, c'est sûr, même s'il y a des choses qui ont évolué. Ok, du coup, moi j'ai des questions un peu spécifiques. Je pense qu'ils peuvent intéresser et donner des billes aux gens qui font du triathlon. Moi, un des trucs que j'ai remarqué sur le week-end, en vrai, je le sais. Ouais, j'ai une crampe. C'est ça que tu savais. Et en vrai, ça rejoint ce que j'allais dire. Tu vois, le corps il communique. En vrai, je savais que je m'alimentais mal, tu vois, et c'est un truc que je voulais mettre en place dans les. Enfin, je vais être accompagné par une nutritionniste et je me presse pas et je suis en mode ok, je vais attendre ses conseils pour bien faire les choses et tout. Bref, vous me l'avez fait remarquer que je m'alimentais pas assez et j'ai pu observer que Mathis mangeait beaucoup sur son vélo, etc. Est-ce que moi j'ai deux questions. J'en avais déjà parlé avec Dorian, vite fait, on avait vite fait échanger là-dessus. Quelle importance vous accordez à la nutrition, déjà de 1, et comment faire pour un petit peu jauger en fait ce qu'il faut manger sur son vélo, quoi, ou sur une course, en entraînement. C'est Julien qui a amené ça, et plus après, qui nous a un peu ouvert le regard sur ça, et du coup après on est allé chercher des exemples sur d'autres athlètes ailleurs. Je sais qu'il y a des athlètes du groupe qui ont fait des tests pour savoir ce que leur organisme consommait, leur métabolisme consommait en glucides ou quoi. Moi, pour l'instant, j'en ai pas fait. Comment ça s'appelle ce test ? C'est un test de consommation glucidique. Et je pense que ça s'appelle comme ça, mais après le protocole, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Mais l'idée, c'était de croiser des valeurs, sans rentrer dans l'aspect trop technique, mais de croiser des valeurs d'échange gazeux. Et en fait, en ayant ces valeurs d'échange gazeux, plus la fréquence cardiaque et éventuellement les watts que tu vas mettre si tu fais à vélo, tu peux extraire la part de glucides, la part de lipides que tu vas consommer. Et donc du coup, ça peut te donner ta part de ce que tu devrais consommer à telle intensité en glucides. Donc, par exemple, je sais pas, si tu es à 60% de ta fréquence cardiaque max, il faudrait que tu consommes entre 30 et 40 grammes de glucides par heure pour essayer de limiter justement cette perte de glucides qui de toute manière tu consommes plus que ce que tu vas ingérer, ce que tu es capable d'ingérer, mais si déjà tu limites, en fait, tu vas améliorer ta récupération, tu vas améliorer l'endurance que tu vas avoir dans l'effort, etc. Donc, de manière très simple, c'est ça. Et ce test, ça se fait où pour les gens que ça a intéressé ? Nous, on l'a fait à Font-Romeu lors d'un stage en altitude. Ouais, donc c'est des structures spécialisées, quoi. Ouais, mais après, il y a des structures privées qui font ce test-là. En vrai, c'est pas très compliqué. Hein. C'est vraiment comme un test à l'effort, en fait. Mais sauf que tu viens extraire des données qui sont différentes, mais ça se présente vraiment comme un test à l'effort. Un test progressif avec des paliers. Tu mesures les échanges gazeux avec le masque et... Du coup, toi, t'as pas fait ce test, donc comment t'as fait pour ajuster ça ? Déjà, parce que je comprends petit à petit. Non, mais voilà, ce qu'il a essayé de me faire comprendre et ce dont je prends conscience, quoi, c'est qu'en fait, t'alimenter, c'est pas important pour la séance en elle-même, parce que, à part si tu pars rouler 5 heures, forcément, là, il va falloir manger, et encore des fois, ça peut passer sans manger 5 heures. Mais le truc, c'est qu'un entraînement, on doit pas pénaliser le suivant. Et le problème, c'est que pareil, il n'y a pas que de l'entraînement, c'est toute l'année, tous les jours. Et ce que tu manges, en fait, c'est pendant l'entraînement, ça va te servir pour les entraînements d'après. Et c'est pour tout le temps garder un niveau glucidique stable, quoi, assez élevé et stable. Et pour jamais avoir des coups de mou. Tu seras pas forcément plus performant sur ta séance. Ouais, c'est ça. Mais par contre, dans la récupération, ça fait la différence. Et nous, on l'a vu à partir du moment où on a commencé à switcher un petit peu plus là-dessus. C'est sûr qu'en fait, ça récupérait mieux dans les semaines. Moi, je le voyais, il y avait moins de coups de mou aussi dans les blocs d'entraînement. Et ça t'aide à être plus régulier, en fait, d'arriver juste à maintenir un niveau glycémique stable et de pas avoir forcément des pics, que ce soit en bas ou en haut. Et après, à Font-Romeu, on a un peu joué aussi avec les Super Sapiens, on a testé, voir ce que ça donnait, pour vraiment avoir des mesures un peu plus concrètes et pour être sûr que c'était vers là qu'il fallait qu'on aille. Super Sapiens, c'est des capteurs pour contrôler le taux de glucides dans le sang. Ouais, c'est ça. C'est comme le capteur de glycémie un peu pour les diabétiques. Et après, pour Mathis, en fait, on a testé. Hein. On avait des valeurs de base et puis il a essayé, on a regardé un peu ce qui était faisable. Pour revenir sur ça, en gros, je sais pas, la valeur c'est genre 90 grammes par heure, enfin on entendait beaucoup ça. Du coup, on a testé petit à petit, on a monté. Sur les courses, je montais petit à petit, voir ce qui passait. J'ai la chance de pas avoir de problème de bide ou quoi, donc ça c'est déjà pas mal. Et pour l'instant, en gros, si j'ai pas fait d'hypoglycémie sur la course, c'est que c'est pas mal, quoi. Et quand ça m'arrivait, effectivement, je mangeais vraiment pas assez. Je sais pas si tout le monde est comme ça, mais en tout cas, moi je connais beaucoup de personnes qui de base
t'as envie de manger le moins possible. Enfin, presque, parce que tu dis, pendant l'effort, je veux dire, tu dis non, mais là, si j'entraîne mon corps à. Je sais pas où va trouver l'énergie, hein. Je sais pas où il va chercher l'énergie du coup, mais j'entraîne mon corps à pas manger, il va se renforcer et tout. Bah ça, je sais pas trop où ça en est. Peut-être qu'effectivement, maintenant que je mange beaucoup, le jour où sur une course, j'ai pas mon ravitaillement, bah je vais peut-être direct faire une hypo. Mais en attendant, je vois pas pourquoi j'aurais pas mon ravitaillement. Le but c'est d'être performant et d'aller le plus vite possible, c'est pas d'être le plus résistant possible. Toi, pour toi, un des enseignements, une sorte de conseil que tu donnerais ou que tu as remarqué que les triathlètes en général, dont les triathlètes ont besoin, que ce soit des pros ou même des amateurs, quoi. C'est quoi le truc que tu as remarqué, la lacune chez les gens qui visaient la performance en triathlon? De manière générale, tu veux dire? Ouais, de manière générale, ouais. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on fait très peu d'entraînements de triathlon, en fait. On est souvent en train de faire des entraînements de natation, ensuite des entraînements de vélo, ensuite des entraînements de course à pied. Et de ce que j'ai observé, hein, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde et j'ai pas observé tout le monde, mais je trouve qu'on fait très peu d'entraînements spécifiques. Ça ne veut pas dire forcément des intensités hautes, hein, des entraînements spécifiques, mais voilà, ne serait-ce qu'une séance qu'on a fait samedi matin avec de la nage en eau libre, enfin en piscine, mais typée eau libre avec, on met les combis, on nage un peu proche les uns des autres, il n'y a pas forcément de grosse intensité, mais on s'habitue au contact des autres. Il n'y a pas forcément de grosse intensité pour tout le monde. Pas de grosse intensité, je vois pas de quoi tu parles. Mais il n'empêche que tu vois, ça te permet de t'habituer aussi au contact des autres, de t'orienter, d'augmenter ta fréquence. Hein, c'est des choses techniques, mais si tu nages qu'en bassin dans ta ligne et que tu tournes, bah, tu ne le fais jamais en triathlon ça. Donc, et même des enchaînements natation-vélo, je le vois très rarement en fait chez des triathlètes, des enchaînements vélo-course à pied. Et encore une fois, ça ne veut pas dire aller se braquer une séance de 6 heures ou aller faire une intensité super haute. Mais ne serait-ce que juste faire quelque chose qui ressemble à ce que tu prépares sur la course, moi ça me paraît assez logique et je trouve qu'on le fait déjà nous assez souvent, mais je l'ai très peu observé dans des groupes ou dans des entraînements normaux, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est vraiment quand je vous ai rencontré à la NAT samedi matin, je suis sorti de l'entraînement en me disant, enfin je sais pas si tu étais là quand j'en parlais, mais je disais mais évidemment quoi, enfin c'est trop cool de faire ça quoi, parce que c'est fun en plus. Ouais, c'est fun et puis en fait tu te retrouves dans une situation qui se rapproche de la course et au final, enfin moi perso là on est en avril. Bah, ça fait depuis octobre que j'ai pas nagé avec des gens à côté de moi et en combi en fait quoi. Et effectivement ça te replonge direct dans le contexte de ah oui c'est vrai, tu peux te prendre un coup dans le virage, tu peux t'essayer de te caler sur l'épaule, etc. Et puis toi ça t'a coûté un peu en énergie parce qu'il y a une différence de niveau, mais au final pour eux c'était une séance assez facile quoi. Donc en fait c'est pas très coûteux en énergie. Pour autant, c'est très proche de ce qui se passe en course. Et c'est hyper facile à mettre en place aussi, tu vois. T'as enlevé une ligne. Faut avoir les lignes. Il faut 3 lignes, quoi. Ouais, ou même sur 2 lignes, des fois on le fait, ou même dans la ligne. Dans une seule ligne, ils nagent les uns derrière les autres, ça change un peu de position. Ouais, voilà, en fait, c'est pas obligatoirement, t'es pas obligé de suite mettre des bouées, mettre des arbitres, mettre des kayaks. Tu peux déjà le faire très simplement dans une ligne, à se suivre, à passer des relais, à s'habituer à nager côte-côte, voilà, juste très simplement ça. Ce début d'année, 3e à Miami, donc c'est une performance mondiale impressionnante. Qu'est-ce qui, pour toi, t'a fait passer tes steps ces dernières années pour arriver à ce niveau-là? Déjà, ça se fait pas d'un coup. Et ce qui s'est passé, c'est forcément le niveau physique a évolué. Il s'est orienté, devenu spécifique aux longues distances. Je suis moins éparpillé. Et ça passe par un changement vraiment dans la tête, sur la vision, ce que tu veux faire toi dans ta carrière sportive. On a commencé à taffer. Moi je lui ai dit, ouais, je veux faire du long, mais je veux faire du court. Du coup, mon programme, il était dur quoi, mais moi j'aimais bien, tu vois. C'était éparpillé quand même. C'était éparpillé. Et puis là, je me suis blessé au pied. Donc je sais pas si c'était grave ou pas. En tout cas, il y a eu. Mais ça a duré très longtemps parce qu'il y a eu pas mal de diagnostics, pas mal de soins. Au total, ça s'est presque étalé sur 1 an. Après, il y a des fois où j'ai essayé de courir ou pas. Mais j'ai pas fait de course pendant toute une année, pas de compétenterie. Je pense que c'est cette année-là où mentalement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que justement, malgré le fait que je pouvais pas courir, et il y a même un moment, je crois que je fais 10 semaines sans entraînement du tout. Julien, il me lâchait pas et il voulait quand même que j'évolue. Et ça, je l'ai bien compris, et en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Et franchement, s'il y a quelque chose à dire, c'est que de passer à un niveau pas mal, à un niveau qui te permet d'être parmi les meilleurs, ça passe par ta façon de voir la chose et la façon dont tu vois les choses qui va te faire évoluer dans la direction dont tu le veux. Et faut pas laisser les choses au hasard évoluer, parce que sinon elles vont évoluer n'importe comment, quoi. C'est quoi ta vision là-dessus, du coup? Ouais, je pense que c'est bien résumé. Et
quand on a commencé à travailler ensemble, franchement, on avait du mal à travailler ensemble, pour tout dire. C'était compliqué. En tout cas, moi, de mon côté, c'était compliqué la relation parce que, en fait, on se comprenait pas. On n'était pas sur les mêmes niveaux quand on parlait de certaines choses ou de performances. Et on n'avait pas forcément la même vision. Et après, c'est aussi ça de commencer à travailler avec un athlète, c'est arriver à trouver sur quel point on partage la même vision. Et avec Mathis, ça a pris du temps. Il y a des athlètes avec qui ça prend plus de temps que d'autres. Et ça a pris du temps à ce qu'on arrive à, moi à le comprendre, lui aussi à prendre un petit peu en maturité par rapport à sa pratique, à ce qu'il voulait vraiment faire, ce qu'il aimait faire. Il y a des choses qui étaient dures à accepter pour moi, parce qu'il y avait certaines choses sur lesquelles il fallait que j'arrête de me mentir à moi-même, mais il fallait que je me regarde dans les yeux, quoi, et que je me dise, si je veux progresser, il faut que je vise quelque chose. Et donc forcément, si tu vises quelque chose, faut faire des choix. Au bout d'un moment, tu peux pas être champion de plein de sports en même temps. Moi, de mon regard, ça me paraît presque simple, mais ce que vous dites de passer d'un niveau, d'un haut niveau correct au top mondial, c'est fixer des objectifs et planifier l'entraînement autour de cet objectif-là, quoi. C'est le gros truc de ces dernières années pour vous. C'est une partie, ouais. Après, avant que Julien arrive, moi, j'avais déjà fait beaucoup d'entraînements. Alors, c'était plus ou moins bien organisé pour moi, pour mon niveau, je veux dire. Julien, au début, il a réussi à, mettre dans l'ordre tout ça et faire en sorte que tout ce que j'ai fait avant, ça se transforme en compétition. En fait, c'est pas une surprise le niveau que t'as. Enfin, pour moi, c'est pas une surprise de ce que je voyais à l'entraînement et de ce que me disaient les gars du groupe. Mathis a toujours été le mec hyper fort, quoi. Mais sauf qu'en compétition, soit il faisait pas la compétition parce qu'il était blessé, soit on se retrouvait côte à côte sur des grands prix alors qu'on n'a pas le même niveau, quoi. Mais du coup, en fait, ça se retrouvait pas en compétition. Et en fait, ce que tu dis, c'est une partie de ce qu'on a travaillé, mais en fait, dans la tête, il y a plein de choses qui se débloquent. Et ça, des fois, c'est des longues négociations et des fois, c'est des longues discussions de 1 heure, 1 heure et demie pour en revenir au même point en se disant putain, mais il a pas avancé. Moi, j'ai l'impression que je l'ai pas fait avancer, j'ai servi à rien. Mais en fait, après, ça mature en fait. Et puis il y a des choses qui se débloquent, et comme je le dis, autant de son côté que du mien en fait, vraiment on a appris à travailler ensemble. Et puis il y a des choses qui se débloquent petit à petit, et ces choses qui se débloquent, c'est des espèces de verrous qu'on enlève et qui permettent d'exprimer le potentiel physique qu'on peut avoir, en tout cas lui en l'occurrence qu'il a, en natation, vélo, course à pied, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi les éléments sur lesquels vous voulez travailler pour être constant au plus haut niveau et voir aller gagner des courses au plus haut niveau de manière régulière? Je pense aller plus vite en vélo. Toujours réussir à créer autour de moi un environnement qui va dans le sens de la performance. Par exemple, cette année, c'est Julien qui m'a poussé, qui m'a permis de prendre conscience de ça. Je me suis entouré d'une équipe qui va gérer ma communication, tous les partenaires et tout ce qui, moi, me prenait un petit peu la tête, en fait. Et après, pour parler plus spécifiquement, c'est encore gagner en maturité sur réussir à tempérer certaines parties de la course, certaines pulsions. Non, notamment sur la partie vélo ou sur mon envie d'être constamment le plus possible en tête de la course ou quoi. En gros, ça c'est quelque chose qu'il a déjà réussi à me faire comprendre, c'est qu'en gros, le but c'est de prendre le départ de la course, tout le temps. Règle numéro 1. Et le but c'est de gagner. Après, moi j'ai une vision un peu différente. Mon but c'est de gagner, ça je l'ai bien compris. Mais pas par tous les moyens non plus, tu vois. J'ai envie de faire des belles courses. Et là, pour l'instant, depuis que je fais du long avec Julien, on a beaucoup travaillé sur comment pacer ma course. Et j'ai beaucoup fait des courses en mode contre-la-montre individuelle, plus ou moins. Après, j'ai accédé à des courses de plus haut niveau, où là, j'ai pas mal fait le forcing en vélo, sur la partie vélo, parce que c'est là où je pouvais lutter avec les meilleurs, c'est là où je me sentais bien, c'est ce qui m'excitait. Et là, je pense que prochainement, de ce qu'on a vu à Miami en plus, et avec mon niveau qui augmente dans les 3 disciplines, et toujours en vélo au final, il va falloir que de nouveau j'arrive à penser à la victoire et du coup faire en fonction des différents scénarios de course, peut-être pas appuyer tout le temps en vélo, quoi. Se dire ouais Mathis, tu peux courir vite, donc là ralentir un peu en vélo, tu vas faire l'écart à pied ou... Moi je trouve ça hyper intéressant ça, et c'est en vrai aussi un des trucs que je retiens du week-end, c'est qu'au final c'est des principes assez généraux finalement en fait, que vous appliquez même pour performer au plus haut niveau. Et après, est-ce qu'il y a des détails plus spécifiques pour aller chercher des gains marginaux ou des choses comme ça que vous allez mettre en place cette année, ou comment on travaille ça quand on est au plus haut niveau, quoi? Négociation. En fait, tu vois, il y a des choses qui ne m'attiraient pas spécialement. C'était tout le côté
qui passaient pas par la performance physique, c'est-à-dire tous les gains qu'on peut appeler des gains marginaux, comme étudier plus sa position sur le vélo ou tout ce qui est aérodynamisme sur le vélo, des cockpits différents, du matériel différent, des tenues différentes pour du coup gagner en vitesse pour une même intensité. En gros, dans le développement, on a eu une grosse phase au début de stabilisation quand on a commencé à travailler ensemble sur des questions simples, comme tu dis, c'est comment on arrive à faire que tu t'entraînes toute l'année et que tu n'aies pas 6 mois d'interruption chaque année parce que tu es blessé ou parce que tu as un pépin ou parce que tu as des calendriers impossibles. Ça a été un gros boulot. On a réussi à le stabiliser, ça a donné les perfs que ça a donné. Et maintenant, l'idée, c'est d'aller chercher des petites choses en plus qui sont peut-être un peu plus techniques. Et peut-être que Mathis, il a moins d'affinité avec ça. En l'occurrence, il y a une session en soufflerie qui est prévue prochainement là, à Silverstone pour essayer de travailler sur cette position-là, pour essayer d'aller chercher des gains en aérodynamisme. Et ça va être intéressant. Il n'était pas très chaud au début, mais je suis sûr qu'au final, on va être contents tous les deux d'avoir fait ce travail-là. Et puis, il y a d'autres choses qu'on veut aller chercher, mais on va y aller petit à petit, en fait. C'est ce que je te dis. Je pense que c'est pas efficace de tout balancer d'un coup et de dire on est professionnel, il faut qu'il ait un kiné, un machin, un agent, une agence de presse, il faut qu'il soit super au niveau du matos et tout. Ouais, c'est sûr que ça, c'est le but ultime, mais si c'est indigeste, en fait, ça va pas servir pour la compétition, il va pas pouvoir le mettre en place. Donc c'est qu'est-ce qu'on priorise, comment on met petit à petit les choses en place. Et puis ça se fait dans le développement. Je peux vous dire qu'il est patient, le garçon, parce que même moi des fois je me dis putain t'abuses un peu là. En fait, ce qui va te faire vraiment évoluer, c'est tout ce que tu fais, il faut que tu l'aies conscientisé et il faut que ça vienne de toi. Enfin, ça va venir peut-être de quelqu'un d'autre de base, ou alors directement de toi, mais en gros, il faut que tu te l'appropries et que tu dises ah oui, mais il faut que je fasse ça en fait, enfin, ça va m'amener, il faut pas juste aller le faire pour le faire, parce que ça peut t'amener, ça peut t'apporter quelque chose, mais ça va t'apporter peut-être là 50% du truc, ou tu vas pas comprendre en fait ce que ça va t'apporter, ça va marcher une fois sur deux, voilà. En gros, faut vraiment s'approprier le truc à chaque fois. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure cet échange. En vrai, ce dernier point, moi je trouve que c'est une bonne conclusion par rapport à ce que j'ai découvert sur ce week-end en fait. Une sorte de sagesse dans les choses à mettre en place, étape par étape, pas vouloir tout faire d'un coup, vouloir maîtriser les choses simples en fait. Et c'est en ça que moi, par rapport à ma vision de quelqu'un de lambda, grand public quoi, c'est ça ma surprise en fait. C'est pas tellement... Tu vois, quand on en parlait avec les équipes et tout à l'heure, c'est pas tellement les watts, c'est pas tellement les allures et tout, mais c'est de découvrir qu'en fait, finalement, les choses, elles sont assez simples, quoi. C'est juste qu'elles sont disciplinées, elles sont calculées. C'est réfléchi, c'est calme, c'est simple. Et c'est ça, en fait, une des grosses clés du haut niveau, de ce que je vous entends dire, quoi. Et après, des choses simples, il y en a beaucoup au final. Oui. Et en fait, ça prend du temps, et c'est ça. Il n'y a pas de secret, mais le secret, c'est... Soit, je sais pas, t'es un super-héros, soit sinon, il y a les années qui vont faire que tu comprends des choses et que tu les mets en place, quoi. Des choses simples. Ok, écoutez, merci beaucoup pour cet échange. N'hésitez pas à aller suivre Mathis Margerier sur les réseaux sociaux et Julien Pousson et le Cercle Performance. Évidemment. Merci beaucoup les gars. Merci JB. Merci.